Ça fait remarquer une chose. Moi, il y a un taux de chômage qui est là et qui persiste. Mais qu'est-ce qui est dû à ça? Parce que nous, on a remarqué qu'il y a une croissance économique au niveau du Sénégal. Je pense que taux de 5% de chaque année et tout ça. Est-ce que c'est dû au fait que, est-ce qu'il y a une corrélation entre taux de croissance économique et montée du chômage? Comment vas-tu? Oui, toi. Tey lu ñu waxtaane wala tey loo bëgg ñu waxtaane lan mooy buzz du Bah, moment. buzz du moment, peut-être c'est Jojo Glowskin, Ah avec ses plus de 50 000 demandes d'emploi. oui. Ça en dit long dans ce pays, hein. Et ce qui est fou, c'est qu'elle avait fait juste une demande pour 10 postes. Et je sais, et si je ne m'abuse, si j'ai bon les chiffres, si j'ai les bons chiffres, elle a reçu 35 000 demandes sur WhatsApp à peu près et 15 000 demandes par mail, sans compter la foule morse qui était chez elle pour déposer. Je pense que ça montre à suffisance le niveau de détresse de la jeunesse qui en veut. Ils en veulent réellement. Ils n'ont juste pas actuellement assez de moyens pour s'en sortir, mais ils en veulent. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'était quasiment à 90% de jeunes filles, hein. Oui, parfaitement, parce qu'on est par des périodes où je pense qu'il n'y a pas de garçon ou de fille pour certaines choses. On se cherche tous, on veut tous la même chose, la réussite. On veut tous réussir à subvenir à nos besoins, qu'importe qu'on soit de la gente féminine ou de celle masculine. Ça fait remarquer une chose. Moi, il y a un taux de chômage qui est là et qui persiste. Mais qu'est-ce qui est dû à ça? Parce que nous, on a remarqué qu'il y a une croissance économique au niveau du Sénégal. Je pense que taux de 5% de chaque année et tout ça. Est-ce que c'est dû au fait que, est-ce qu'il y a une corrélation entre taux de croissance économique et montée du chômage? Je pense que si le taux de croissance est tiré par un secteur qui a atteint trop plein d'emploi, Mhm. c'est-à-dire les services, plus on a de croissance et moins il y aura et plus il y aura de chômage. C'est-à-dire là-bas, la corrélation sera carrément positive et non négative. Quand je parle de corrélation, c'est-à-dire la relation qu'il y aura entre croissance et chômage, qui en principe doit être une relation négative. Mhm. Je pense que c'était la loi, à l'école, on avait une loi qu'on appelait la loi d'Arthur-Eucken. Hey, toi, tu donnes que des noms bizarres. Genre, Mais chocolat, non, non, chocolat. mais c'est pas une question bizarre. En troisième année d'économie, Uh-huh. on a tous étudié la loi d'Arthur-Eucken. La Oui. loi d'Arthur-Eucken veut que lorsqu'un pays connaît 3 points de croissance, que ce pays connaisse en retour Mhm. une régression d'un demi-point de chômage. C'est-à-dire, faut amee 3 points de croissance bu yàqu chômage bi dafa war a bu yokku chômage bi dafa war a wàññeeku un demi-point. Oui. Mais ñu gis ne sur le cas du Sénégal, c'est pas le cas. Ici, ce que nous voyons, c'est que le chômage augmente au même rythme que Le la taux de, croissance oui, le économique. taux de Maintenant, croissance. qu'est-ce qui est dû à cela? On peut dire et très aisément que c'est dû peut-être au fait que nous avons une économie qui est basée sur les services et que ces services ont atteint ce qu'on appelle un trop plein d'emplois. Ils génèrent de la plus-value, ils génèrent de la croissance, mais n'ont plus besoin de recruter. Donc la croissance est une croissance qui se porte par un secteur qui ne recrute plus. Donc ça fait toujours euh, accentuer le chômage, sachant que tous les ans, il y a plus de 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché de l'emploi. Mais Et est-ce que la aussi, capacité de réception de l'emploi est très faible dans ce pays. mais est-ce que aussi le problème n'est pas dû à notre système éducatif? Tu vas dire tout le temps que je parle des colons, mais je me dis le système colonial perdure. Ils étaient formés à travailler dans l'administration pour eux. Mais est-ce que Non, nos non, jeunes, non, je pense pas que ça soit un problème de système éducatif colonial, entre guillemets. mhm, Quand je dis cela, c'est que lorsqu'on a parlé de l'employabilité, mhm, en premier, je pense que ça date de 1987. À mhm, l'époque, on avait créé l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle des jeunes. professionnels. C'est-à-dire que c'était bien avant notre naissance, en tout cas bien avant ma naissance. Euh, Maguette m'a fait à ce point. C'est bien avant notre naissance. et Ok. c'était bien avant notre naissance que déjà la problématique de l'employabilité des jeunes se posait à l'époque. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Il a été fait que beaucoup de formations professionnalisantes ont été créées pour aider ces jeunes à trouver des emplois dûment établis et dûment rémunérés. Maintenant, après l'ONFP,
Je pense qu'il y a eu les ISEP, il y a eu une école de formation ou une logique de formation qui ont été créées par les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Sénégal pour arriver à faire de sorte que les Sénégalais qui sortent des écoles puissent avoir des qualifications qui leur permettent de trouver de l'emploi. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans cette logique coloniale du fait de l'école au bureau. Non, on a essayé par moult raisons de faire de sorte même que, on a même essayé de faire de sorte que certaines personnes puissent quitter l'école très tôt pour le BFM, que ce soit pour ceux qui sont dans le droit, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle la capacité. Pour ce soit ceux qui sont dans le domaine de la construction, ils ont la possibilité de suivre des formations courte durée, professionnalisantes, qui leur donnent une qualification très rapidement, de sorte que ces gens-là puissent trouver de l'emploi. Maintenant, le problème central, comme je l'ai dit, c'est un secteur qui porte une croissance et que ce secteur a atteint son trop plein d'emploi. Y a-t-il une corrélation entre l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi? Oui, il y a une forte corrélation parce que sortir simplement d'un enseignement de pour moi général ne donne pas forcément droit à un emploi. Je donne l'exemple d'un ami à la FASEC qui, en troisième année de licence, était allé faire un stage dans une banque. Il a été recommandé par l'un de ses oncles. Quand il est parti voir le monsieur en question, il est venu présenter son CV. Le monsieur lui a dit: qu'est-ce que tu as fait? Il a dit: j'ai fait telle et telle chose. J'ai une licence, il a terminé par dire: j'ai une licence en analyse et politique économique. Le monsieur lui dit: bon, c'est vrai, c'est bon, tu as une licence en analyse et politique économique, mais qu'est-ce que tu sais faire? Il n'a pas pu répondre à cette question. La question je sais analyser des projets que des entreprises vont vous soumettre, je pourrais éventuellement me mettre à la caisse, je pourrais aider à la communication et ainsi de suite. Il est revenu vers moi pour me dire: voilà la question qu'on m'a posée, je n'ai pas su quoi répondre. Je lui ai dit: il fallait juste dire telle chose. Tu as eu à acquérir des connaissances, certes, tu n'as pas fait les grandes écoles de commerce de Dakar, mais pour moi, tu vaux autant que vaut pratiquement certaines personnes qui sont sorties de ces écoles. Que ce soit en analyse financière ou autre, tu as les outils nécessaires pour faire ce qu'il faut. Il fallait juste lui dire que tu sais faire telle chose. Il ne l'a pas dit, il n'a pas eu le stage. Donc pour moi, la corrélation ne se veut pas. À un certain niveau, il s'agit plus de responsabilité qu'autre chose. Ce que tu viens de dire, ça me rappelle une anecdote que M. Djibi Diarate, sociologue, avait dit une fois dans une émission. Il a raconté une histoire. Il a dit qu'il y avait un jeune qui cherchait du travail comme gardien. Donc, il est parti en entreprise. On lui a demandé: mais grand, où est ton CV? Il leur dit: mais j'ai pas de CV. Tu as une adresse email? Il dit: non, j'ai pas d'adresse mail. On lui dit: on ne peut pas te donner ce travail-là. Donc, en sortant, il a regardé tout autour de lui. Il a dit: mais dans ce coin-là, je pourrais bien avoir ben genre le kiosque où je peux vendre de la cigarette. Et à partir de là, il a commencé à vendre de la cigarette. Petit à petit, il a ouvert une boutique. Et cette petite boutique est devenue une grande boutique. Et un jour, il y a un jeune diplômé comme nous, quand on sort fraîchement de l'université, qui vient lui dire: mais grand, ce business business, ça marche bien. Tu n'as pas besoin de gestionnaire. Le gars lui dit: non, ça va. Mais à mon CV, à mon qui, mail. Non. Instant, si moi, à mon mail, de moi en boutique. Pour résumer un peu cette histoire, il y a une cohérence entre les compétences et la réussite personnelle. Oui, je dirais oui. Pourquoi dire comment je dirais oui? Moi, je ne suis pas de ceux qui croient euh, que les études ne servent à rien. Parce que beaucoup de gens vont te citer des gens qui ont réussi financièrement parlant, te disant que ces gens-là n'ont pas eu à faire d'autres études et que ces gens-là ont réussi. Pour moi, euh, les études sont une chose capitale. Pour la simple et bonne raison que là où les gens, moi, donnent ces exemples de personnes qui n'ont pas fait d'études et qui ont peut-être réussi, je leur dis que ces personnes ont réussi parce qu'à un moment donné, elles ont su s'entourer d'abord de personnes qui ont eu à faire d'autres études et qui sont très intelligents et très pragmatiques. Au-delà de ça, pour moi, les vraies références dans ce pays en termes de réussite financière ne sont pas ces gens-là que les gens citent. Moi, je te prends une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée. On prend Yerim Sao. Sa réussite, il est dans pratiquement beaucoup de secteurs. Il est dans la banque avec Bridge Bank. Il est
dans l'hôtellerie, après avoir appris avec l'expérience Radisson. Après Radisson, il a créé son groupe Mangalis. Il est dans les BTP, il fait le clinker et bientôt certainement le ciment. C'est-à-dire que une personne comme ça est une personne qui, pour moi, compte. Et c'est une personne qui est très structurée, qui, dans tout ce qu'il fait, n'écoute pas simplement pour appliquer. Au-delà du fait d'écouter, je pense qu'il a une capacité d'analyse et de synthèse qui fait que dans tous les business où il a réussi à entrer, ça a toujours soldé par une réussite et non par des échecs ou des revers. Donc pour moi, la compétence, on a beau dire des choses, mais la compétence, elle se situe dans le savoir. Mais Et, pourquoi et le savoir. donnerais-tu pas exemple Ndiaga Ndiaye Mhm. ou Serigne Mboup? Est-ce qu'ils ont atteint le niveau que Yerim a atteint? Bridge, tu retrouves ça aujourd'hui au Sénégal et en Côte d'Ivoire, j'en passe. Au-delà de ça, aujourd'hui, tu vas à Genève. Yerim a été l'un des rares entrepreneurs africains à avoir un nom très bien placé à Genève. Je veux dire par là, au-delà du simple fait de réussir financièrement parlant, cette personne porte le drapeau du Sénégal. Donc pour moi, cette personne qui porte le drapeau du Sénégal sur tous les plans qui soient mérite plus le focus que je dois faire qu'une autre personne. Même si je n'ai rien contre ces personnes, hein. Mais pour moi, le vrai exemple dans ce pays peut se nommer Yerim Sow ou Laïus. Mais si on revient au taux de chômage, il y a une question assez, je pense, assez importante. Si on calcule le taux de chômage, est-ce qu'on additionne ces gens-là qui sont dans le secteur informel? Ou Bon, bien c'est juste les diplômés chômeurs dans, qui dans, constituent le taux de chômage? dans le taux de chômage officiel que les gens donnent, il n'est compté que ceux qui ont une qualification et qui recherchent de l'emploi qu'ils n'ont pas. Et je donne un exemple dûment établi qui a eu à produire des études que ces gens-là n'avaient pas. J'étais à Thiès, je gérais ce qu'on appelle l'espace Sénégal Service. Quand je le gérais, à l'intérieur, il y avait l'ANPEJ, qui est une structure de financement, il y avait la fonction publique, il y avait la DER. Quand au fil du temps, j'ai eu à m'approcher de beaucoup d'ONG pour voir comment régler un peu la problématique de la jeunesse thiessoise, puisque je gérais le département, il est arrivé que je rencontre une ONG qui m'a donné ces chiffres. Et dans la région de Thiès, par exemple, à l'époque, il était question de 401 000 jeunes sans formation ni emploi. 401 000. Je dis que si à Thiès, il y a 401 000 jeunes qui sont sans formation ni emploi, sachant quand même qu'il y a peut-être d'autres jeunes qui ont été laissés par la grille de sélection, que se passe-t-il au niveau national? C'est énorme. Combien de jeunes au Sénégal ont aujourd'hui des problèmes de formation ou juste de trouver de l'emploi? Combien de jeunes dans un pays où 54% de la population est analphabète n'ont pas de qualification et ne cherchent pas d'emploi? Ces jeunes-là ne font pas partie du taux de 22 ou 23% ou même 18 quelquefois, le taux de chômage qui est déclaré officiellement. Et pourtant, ce sont des Sénégalais comme toi et moi. Ils sont majoritaires parce que quand tu te dis que 54% de cette population est encore analphabète, sache qu'ils sont bien majoritaires et pourtant, ils ont un peu été laissés de côté par ce système de comptage. Mais n'a-t-on pas un problème d'orientation? Par exemple, si je donne un exemple très concret comme moi, ayant eu mon bac en 2009 en sciences, si par exemple en 2014, où j'ai terminé ma licence 2013 en gestion ou économie, hein, si on m'avait orienté vers un métier d'avenir, par exemple, j'aurais mieux été acceptée ou j'aurais pu trouver un travail On a, dans le marché du on travail. a un problème d'orientation. Là où je dis on a un problème d'orientation, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vas dans les pays développés, ce qui se passe, c'est que il y a des assistants sociaux qui aident les jeunes démunis à choisir des formations selon les secteurs qui sont les plus porteurs. Ça, on ne l'a pas ici. Tout comme toi, j'ai eu le bac. Quand j'ai eu le bac, je voulais d'abord, dans un premier temps, bah, personnellement, mais je sais que beaucoup n'avaient pas cette même approche, aller à Saint-Malo pour faire la navigation maritime. Quand j'ai réussi et quand j'ai échoué au fait de vouloir aller faire l'aviation, c'est très coûteux.
Au-delà du fait que ce soit très coûteux, il fallait compter à peu près 49 millions de frais de formation en 2 ans. Je ne les avais pas, je suis un enfant de famille pauvre. Quand j'ai échoué, j'ai voulu faire Saint-Malo pour faire la navigation maritime. Là-bas aussi, ça n'a pas été possible. Je me suis retrouvé à la FASEC à apprendre l'économie sans le demander. Et puisque j'étais là-bas et que je devais produire du résultat, je me suis enclin à faire de sorte que l'économie soit mon dada pour pouvoir réussir dans la vie. Parce qu'au final aussi, on a beau dire des choses, ce qui compte, c'est la réussite. Maintenant, je songe à aller me faire payer une petite formation à PPL, en licence de pilote privé, pour mes propres soins, pour mon propre besoin. Et ça, c'est moi. Mais si jamais j'avais eu ce que je voulais à l'époque, je l'aurais fait. Juste pour dire par là qu'on a deux types de Sénégalais. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été conseillés après le bac pour faire ce qu'ils veulent et viser un emploi rémunéré très rapidement, et ceux qu'on jette juste dans le tas. Ceux qu'on jette juste dans le tas par des orientations sont plus nombreux. Et une fois jeté dans le tas, je pense que la personne doit savoir tirer son épingle du jeu pour s'en sortir ou pas. Mais pour pouvoir tirer son épingle du jeu, on dit souvent qu'il nous faut vraiment des repères concrets. Tu l'as souligné tout à l'heure quand on discutait hors caméra, tu disais que on est dans l'époque de la médiocrité. Donc, est-ce que le fait que les jeunes n'ont pas de repères concrets, est-ce que ça n'enfonce pas ces jeunes-là à ne pas avoir Si, 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 de si, travail? si. Parce que je donne l'exemple d'un quartier, c'est les HLM. Quand j'y vais présentement et que je trouve certains jeunes qui ont 16 ans, qui arrêtent l'école et qui font peu de banditisme, je leur dis, n'avez-vous pas assez appris des échecs de nos grands frères? Regardez-les. Est-ce qu'ils vous envient? Ils me disent non. Je dis, leur vie ne vous envie pas. Ils me disent, non, ça ne nous envie pas. Et je dis, pourtant, vous êtes en train de refaire les mêmes erreurs qu'eux. C'est-à-dire, il y a un marasme social qui fait que certaines personnes sont tétanisées. Ils préfèrent se morfondre et se perdre dans un quotidien qui constitue leur dada pour la simple et bonne raison que ce quotidien est la chose qu'ils connaissent la mieux, mais aussi que ce quotidien est une chose dans laquelle ils se sentent à l'aise. Donc, ils vont préférer se morfondre dans ce quotidien jusqu'à ce que ça fasse trop tard. Maintenant, il arrive que des individualités sortent de ce cercle très vicieux et de se forger eux-mêmes un caractère fort, d'avoir très faim, parce que pour la réussite, il faut avoir très faim, pour pouvoir atteindre des sommets que personne dans cet entourage n'a réussi à atteindre. Si on se base sur le fait que 90% des jeunes aujourd'hui sont dans le secteur informel, est-ce que les politiques de l'État ou bien les agences que l'État a mis en marche les aident ou les accompagnent Oui, ou est-ce que ces politiques-là par- sont efficaces? parfaitement, parfaitement. Je pense que Watt a été le premier à créer une agence dédiée aux marchands ambulants, en amont, à l'époque. C'était une agence dédiée exclusivement au fait de financer les marchands ambulants et autres personnes qui n'avaient pas eu à faire des études, mais qui étaient acteurs de l'économie de ce pays. Au-delà de ça, je pense que ta question a trait plus aux structures que l'État a mis en place pour, au-delà de l'employabilité. Tout à l'heure, on a rappelé pratiquement l'employabilité par tout ce qui est structure de formation que l'État a mis en place. Il est aussi bien de rappeler qu'il y a des fonds qui aident même ces jeunes à payer leur formation. Moi, j'ai pas eu cette chance. Je pense que je suis un pur produit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toi, toi, tu ne l'as pas eu. Mais maintenant, les jeunes ont cette chance d'avoir pratiquement des structures qui leur offrent ou qui leur payent des formations professionnalisantes gratuitement. Au-delà de ces aspects qui concernent l'employabilité des jeunes, il faut aussi qu'on parle un peu de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, l'État sait que tout ne peut pas être résorbé par le marché de l'emploi. Donc, l'État s'évertue aussi à accompagner des jeunes qui voudraient éventuellement se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, des fonds ont été mis en place. Parmi ces fonds, il y en a qui font ce qu'on appelle le private equity ou bien le capital investment. Quand on parle de capital investment, on peut éventuellement parler de ce qu'on appelle l'amorçage. L'amorçage, c'est le fait que toi, tu es marème, tu n'as qu'une idée de projet, tu n'as pas une très grande expérience, mais tu veux débuter ce projet.
l'État te donne l'argent nécessaire pour commencer. Quand on commence, on dit on amorce. Donc, amorçage. Au-delà de l'amorçage, l'État se positionne des fois aussi, quelquefois, comme capital development. Quand on parle de capital development, c'est à peu près comme ce que fait le FONSIS, c'est-à-dire tu as une activité qui marche, tu voudrais agrandir cette activité, tu as besoin de 300 ou d'un milliard, tu ne les as pas. Le FONSIS peut venir quelquefois appuyer, prendre parti ou prendre des parts, être dans le capital social, t'accompagner jusqu'à un certain niveau. Après, tu seras obligé, tu pourras peut-être les racheter une fois qu'ils voudront sortir et j'en passe. Au-delà de ces deux formes, que ce soit l'amorçage que fait souvent l'ANTEJ ou la DER, que ce soit l'amorçage ou le capital développement, ou même ajouter quelquefois le capital transition, ou bien juste l'accompagnement que la DPME fait en termes d'appui, de conseil et tout ce qui s'ensuit, ce sont des aspects aussi qui sont très bien pour aider les entrepreneurs à se développer ou résorber une partie du chômage. Maintenant, la question qui se posera certainement est la question de savoir, est-ce qu'ils ont assez de budget pour faire ce qu'ils veulent? Je prends l'exemple de la DER. Quand la DER se félicite d'avoir donné plus de nanocrédits qu'autre chose, il y a de quoi être indigné. Parce que tu te dis que donner 100 000 francs ou 90 000 francs à une personne pour que cette personne puisse travailler supposément, c'est pas trop respecter cette personne. Même si certains diront que les marchands ambulants ont des fonds de commerce qui tournent autour de 90 000 ou de 100 000, pour moi, c'est maintenir cette personne à un niveau de subsistance qui n'est pas très digne. Quand tu veux aider une personne à être entrepreneur, il faudrait faire de sorte que cette personne puisse d'abord mettre en place un cadre, générer de la plus-value, recruter des gens pour résorber une partie du chômage et faire développer quelque chose qui en vaut la peine. Ce qui est extraordinaire dans ça, tu parles de programme, j'en ai jamais entendu parler en tant qu'entrepreneur. Je pense que je représente un échantillon de ces jeunes-là. Et c'est pourquoi je me pose la question à savoir si ces programmes-là sont efficaces ou bien c'est parce que nous, on ne s'informe pas. Parce que moi, je travaille sur fonds propres en tant qu'entrepreneur. Je n'ai jamais reçu une aide quelconque de l'État. Bon, il y a un défaut de communication si tu n'as pas été au courant, ou si beaucoup de gens ne sont pas au courant. Il y a d'abord un défaut de communication de la part peut-être de ces institutions qui n'ont pas eu à investir comme il fallait dans la communication. Il y a ça. Il y a aussi eu une utilisation plutôt politique. Ces fonds ou ces organisations étaient souvent utilisés pour des fins politiques, pour aider à appuyer une clientèle politique ou aider à caser une certaine clientèle politique. Donc ça, c'était un deuxième point. Deuxième point qui contribue au fait que ça fasse défaut. Le troisième point, c'est comme tu l'as dit, beaucoup de jeunes Sénégalais ne vont pas vers l'information, ne cherchent pas à savoir ce qu'ils peuvent avoir ou ce qu'ils peuvent ne pas avoir. Donc c'est ce qui fait que ces institutions ou ces organisations existent depuis très longtemps et la portée qu'ils devraient éventuellement avoir ou l'impact qu'ils devraient éventuellement avoir dans l'employabilité des jeunes n'a pas eu lieu. Maintenant, libre cours à l'actuel régime de faire des efforts d'abord dans, dans le financement, en faisant de sorte d'appuyer plus ces institutions en termes de budget et tout ce qui s'ensuit. Au-delà de ça, de faire de sorte que ces institutions ou ces organisations puissent aussi changer peut-être de politique. Moi, je suis contre. Je te le dis tout de suite, je suis très contre tout ce qui est dans le crédit parce que pour moi, ça n'a pas d'impact réel sur l'employabilité ou l'emploi. Donc, en résumé, peut-être de mes tognes, si je me levais en tant que membre, parce que peut-être si j'entrais à la direction de l'entrepreneuriat, j'aurais un financement. Bon, moi, je te donne mon exemple. Moi, je suis pas de Pastef. J'ai été voir le FRONGIP pour un programme Duma établi. C'est un programme quand même qui est très intéressant. J'ai été pour parler avec une fédération de taximans qui a déjà reçu des mains du FRONGIP
une lettre de garantie qui tournerait éventuellement autour d'1 milliard. Mais on parle quand même d'une fédération, c'est-à-dire que c'est beaucoup de taximans qui travaillent. Le FONGIP, comment ça marche? Le FONGIP fonctionne sous forme de garantie dernier recours. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand toi, Marim, tu vas te lever pour aller à la banque, souvent la banque va te demander des garanties. Tu n'as pas de titre foncier à donner, j'en ai pas. Le FONGIP peut nous donner les garanties qui font que la banque soit enclin à donner de l'argent. Donc, c'est ce que les taximans ont fait avec le FONGIP. Au-delà du FONGIP, moi qui devais appuyer les taximans dans certains secteurs, j'y suis aussi allé et ils m'ont dit que si ma banque me suivait, ils étaient prêts à me suivre pour un certain montant quand même qui est assez conséquent. Donc Ah, oui, tu pourrais te lever, que tu sois de passif ou pas. Et moi, je suis pas de passif, je suis pas de passif du tout. Disons même que je suis pas dans l'environnement politique, je suis plus, aujourd'hui, plus qu'analyste qu'autre chose. Et si le FONGIP peut me faire ses faveurs, pourquoi pas toi, Marem, pourquoi pas Pathé, pourquoi pas un Modou ou un Ablaï, sorti de nulle part, qui a un projet dûment établi, c'est-à-dire une étude financière très bien faite. Et là, on en revient à ce à cette fameuse logique de compétence. Aujourd'hui, moi, mes projets, je les écris seul. Mes analyses financières, je les fais seul. Mes années d'études à la fac m'ont servi de l'élaboration de l'étude de marché jusqu'à la sortie des agrégats comme les cash flows, les vannes, les prix ou même les délais de récupération de capital investi. Tout ça, je l'ai fait seul. Donc, je pense qu'il y a aussi toujours, et je vais le répéter, ce besoin du moment pour moi d'avoir certaines compétences pour pouvoir chercher certaines choses. on peut dire que nous voyons moins les jeunes devant les structures comme 3FPT, comme l'ADER ou même l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA, mais plus devant des entreprises de vente de produits éclaircissants ou même les hein? Ça fait rire, mais tu as raison. Ça fait un peu rire, mais tu as parfaitement raison. Les jeunes ne vont pas vers ces structures. Et pourtant, dans chaque département, tu as aujourd'hui ce qu'on appelle les espaces sénégalais de service, où on peut trouver la DER. À l'intérieur, on trouvera la DER, on trouvera l'INTEJ, on trouvera les structures de l'État qui font, on trouvera le 3FPT, et on trouvera les structures de l'État qui font aussi bien dans l'employabilité que dans l'aide au financement et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, est-ce qu'ils sont trop portés à aller à ces endroits? C'est ça la grande question. S'ils ne sont pas portés, pourquoi? Ça aussi, c'est une question qu'il faudra résoudre pour savoir le pourquoi du comment. L'engouement est plus du côté de Mamdiaye Savon et Jojo Glowskin qu'auprès des Sénégal Service. Pour parler de perspective, si tu devrais miser sur 3 secteurs capables de transformer le marché du travail d'ici 2030, si je te donne ces secteurs-là, numérique, agriculture, énergie et artisanat, lequel choisirais-tu et pourquoi? Numérique, pour ceux qui ont fait d'autres études, je prends mon cas, je suis en train de me recycler un peu en data analyst et data science, alors que j'ai plutôt un profil économique, mais je sais que le monde actuellement demande ce genre de profil et que je n'aurai pas de problème pour être un auto-entrepreneur dans ce secteur et trouver de bons filons, de bon travail. Maintenant, agriculture pour les jeunes qui sont dynamiques, qui ne veulent pas d'une certaine monotonie d'un bureau ou qui ne veulent pas être derrière un ordinateur. Euh, L'énergie, ça demande beaucoup de choses. Le quatrième point, c'est quoi? L'artisanat. Donc, nous allons clore ce débat-là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Bareb, et à la semaine Merci. prochaine.